Nous allons accueillir aujourd'hui, avec beaucoup de joie et de bonheur, Johan Scipion. Voilà. Que je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, au moins de réputation, mais maintenant vous pouvez même, non pas le toucher, mais en tout cas il est là, présent en chair et en os, et va pouvoir vous donner plein d'informations concernant un sujet qu'il maîtrise parfaitement, puisqu'il s'agit de Sombre, le jeu qu'il a créé, et qui permet de jouer finalement des choses fort passionnantes, mais c'est lui qui va pouvoir vous expliquer tout ça. En tout cas, je tiens à souligner le côté rigoureux de la manière dont il peut présenter les choses. Et effectivement, quand on prend un de ces ouvrages, on n'a pas de travail à refaire. On peut réellement se plonger directement dedans et se lancer avec ses joueurs. Donc, c'est une très bonne chose. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir et je lui cède la parole avec beaucoup de joie. Merci, merci. Cette pression, maintenant, je suis obligé de faire un truc. Ouais, j'étais venu en dilettante, là, maintenant je suis obligé de faire un truc bien. C'est pas facile. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans la ludoconférence sombre. Quel bon goût vous avez. Meilleure ludoconférence du monde. Bah, après, celle de Bastien, bien sûr. Non, je sais que c'est la meilleure ludoconférence du monde parce qu'en fait, c'est la vôtre. C'est-à-dire que là, je ne suis pas venu avec un texte à vous lire pendant 1 heure. Je vais faire une petite présentation de Sombre, à la fois le jeu, ma démarche créative, éditoriale, et ça va me prendre, je ne sais pas, quelque chose comme 10 ou 15 minutes. Et ensuite, je vais vous laisser la parole pour me poser des questions. Il y a 2 micros, de manière à ce qu'on puisse dialoguer. Parce que moi, dans le ludo-conférence, j'ai compris ludo. Et moi, quand on dit ludo, comme je pense rôliste, je pense interactif. Donc, à mon avis, la meilleure ludo-conférence qu'on puisse faire, c'est en fait une conférence où on dialogue, vous et moi. Donc, Sombre, un jeu qui est bien. La peur comme au cinéma, sa baseline, sa tagline. C'est un jeu pour faire des films d'horreur imaginaires autour d'une table. C'est un jeu dans lequel les joueurs jouent des victimes. Ouais. Alors, d'où qui vient Sombre, me demandez-vous? Même si vous ne me demandez pas, vous aurez quand même la réponse, c'est ça qui est bien. D'où qui vient Sombre, il vient basiquement de Cult, cet excellent jeu suédois que j'ai découvert dans sa première traduction française au milieu des années 90, un bouquin qui avait été édité par Ludis International, une maison d'édition qui maintenant n'existe plus. On m'a offert ce bouquin juste à la sortie du jeu, autour de 95, un truc comme ça, et je trouvais super. Super bouquin, super jeu, tout était bien dedans. Enfin, je trouvais le jeu excellent, le background était génial. Il y avait plein de références hyper directes, aussi bien dans le texte que dans les images aux films d'horreur des années 80. Moi, c'est un cinéma qui me parle vachement. Et j'étais conquis. En plus, à la fin du livre de base de la première édition française de Cult, il y a un scénario qui s'appelle Et in Arcadia Ego, qui a été écrit par un mec qui s'appelle James Estes. Et ce scénario, il m'a super emballé, quoi. Je l'ai trouvé vachement bien. J'ai trouvé tellement bien qu'en fait, je me suis dit, il faut que je joue tout de suite. Et j'avais pas lu les règles. Ouais, j'étais un jeune rôliste. Et j'avais pas lu les règles de Cult. Et je me suis dit, tout de suite, il faut que je joue ce scénar. Il est trop bien. Et en fait, il y a un truc que je savais pas, c'est que c'est pas un scénar Cult, en fait. Enfin, si, c'est un scénar Cult, mais c'est pas un scénar officiel. C'est pas un scénario suédois. C'est un scénario américain qui a été écrit pour Pyramid, le magazine de Steve Jackson Games. Et moi, je ne savais pas tout simplement parce que Estes, il n'est pas crédité dans le bouquin. Ils ont pris son scénario, ils l'ont traduit, ils l'ont mis dans le bouquin et ils ne l'ont pas crédité. C'est un scandale. Et donc, moi, je croyais que c'était un vrai pur scénario Cult, quoi. Bon, en réalité, le scénario est très périphérique à l'univers de Cult, mais j'ai trouvé vraiment super bien. J'avais pas lu les règles. Et puis, dans le scénario est très orienté au roleplay théâtral. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, en fait, je n'ai pas lu les règles, je m'en fous. En fait, le scénario, il est si bien, je vais le mener sans les règles. Pas grave. Donc, je réunis mes quelques amis rôlistes, on fait la partie, et la partie est super.
Et ça correspondait vachement à des trucs à l'époque j'avais envie de faire de mon côté, en fait. Des choses qui étaient en fait de l'ordre du proto-sombre. En fait. SS, il l'avait déjà fait dans son scénario. Donc du coup, j'étais déjà tombé amoureux de Cult, et puis là, c'était pour la vie, quoi. Et je me suis dit, ah bon, c'est bien, parce que bon, mener sans règles, c'est super et tout. Mais à la fin du scénario, il y avait un combat. Ça se dit, ouais, c'est un scénario d'horreur classique, quoi. On cause, paf, on meurt. Et donc, du coup, j'avais mené le combat sans règles, donc tout à la louche du meneur. Et puis, bon, moi perso, je trouve ça un peu moyen. J'aime bien dans les combats quand il y a les dés, et puis que c'est les dés qui font la décision de qui c'est qui meurt et qui c'est qui meurt pas. Et dans la trop souffrance éventuellement. En tout cas, je me suis dit, bon, pour la deuxième partie, je potasse les règles. Et puis donc, la deuxième partie, je la joue by the book, quoi. Parce que le jeu est super. Donc moi, j'ai envie de le jouer, j'ai envie de jouer exactement comme les auteurs ils l'ont écrit, quoi. Je veux tout jouer. Je veux l'univers, je veux les scénars qui sont super bien, même si c'est pas des vrais scénars. Bon, bref, pas grave. Je veux les règles, je veux tout, quoi. Donc, je réunis de nouveau mes amis. En réalité, c'était d'autres amis, plein d'amis rôlistes. J'ai écrit un scénario. Parce que j'avais que le livre de base, donc en fait, je n'avais pas d'autres scénarios, donc j'ai écrit un scénario. Et puis, j'ai écrit un scénario rôliste standard, hein, toutes les heures un combat, quoi. Enfin, je veux dire, normal, quoi. Donc, j'ai écrit le scénario, donc au bout d'une heure, boum, on se met sur la tronche. Et là, j'essaie d'appliquer les règles, que j'ai bien lues. J'ai tout bien fait, en fait. Parce que j'ai tout bien potassé et tout, j'ai pris des notes et tout, c'est carré. Et en fait, je ne vais pas au bout du premier tour de jeu. Premier round, j'y arrive pas. Il y a trop de trucs. Il y a des attaques, et puis des contre-attaques, et des machins, des réactions et tout. Et moi, j'ai jamais été un meneur technique. Donc, je patauge dans la smoule, mais grave. Et je me dis, oh là 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 là, ça s'annonce mal. Ça fait 1 heure là, et déjà je patauge. Alors, je dis, sur le speed en fait, sur le moment, quoi. Je fais, voilà, il faut que j'improvise un truc. Donc, comme je vois que j'arrive pas du tout à recracher tout le système de cult que j'ai potassé, quoi, comme un taré, j'improvise un autre truc, un autre système en fait. Je patch cult à la volée en overpompant Simulacre, le jeu de rôle générique de Pierre Rosenthal, que j'avais beaucoup mené avant de tomber sur Cult. J'ai fait une très très longue campagne super-héroïque avec Simulacre, parce qu'à la base, je suis gros fan de comics. Moi, j'avais découvert Simulacre dans Cassius Belli, première série Simulacre Cassius, celle avec l'illustration de Casa. J'ai trouvé ça super, parce que en fait, c'est un système simple, vraiment simple. Les règles, c'est 4 pages, quoi. Il y a 4 putains de pages de règles dans Simulacre. Donc, et puis, alors, il y a 4 pages de règles, puis il y a des BD qui décorent, quoi. Enfin, je veux dire, au niveau texte. Et avec ça, moi, j'ai joué toute une campagne. J'avais fait un petit patch pour gérer certains super pouvoirs, quoi. Mais en vérité, avec ces 4 pages de règles, j'ai fait toute une campagne. Et je trouve ça vraiment super, parce que ce qui me bloquait à l'époque, c'était la complexité technique, en fait. Je voulais devenir meneur, mais j'y arrivais pas, parce que tout le système, j'ai trouvé trop compliqué. Alors, à l'époque, Donjons et Dragons, il y avait encore un A devant, quoi. C'est le Jurassique. Donc, du coup, ADD, j'arrivais pas. C'était compliqué. J'ai acheté le bouquin, mais j'arrivais pas. JRTM, j'arrivais pas. Méga, j'arrivais pas. Alors, entre-temps, il y avait toute la vague White Wolf qui était arrivée. Mais ça m'avait un petit peu glissé dessus. Parce que, en fait, les super-héros, moi, j'aimais bien, mais avec des collants en lycra de toutes les couleurs. Et j'aime bien aussi les vampires et les loups-garous, mais en fait, le mélange des deux, ça m'accrochait moins. Donc, du coup, voilà, Simulacre, ma grosse référence. Et en fait, j'ai recraché Simulacre sur le moment pour pouvoir finir ce putain de combat. Et ça s'est plutôt pas mal passé. Parce qu'en fait, Simulacre, j'avais une grosse habitude du système, et puis tourne vachement bien. Donc, le combat s'est bien déroulé, j'ai réussi à finir le scénario. Et je me suis dit, ah, c'est cool. Bon, c'est un peu tout foiré pour jouer Cult by the Book. Ah ouais, parce que déjà, le premier scénario, c'est pas un scénario officiel. Le deuxième, c'est moi qui l'invente. Et puis en plus, je n'utilise pas les règles.
C'est pas grave, hein, parce que ça reste le meilleur jeu du monde, donc je veux mon tête, c'est pas grave. Donc, ok. Mais bon, on part sur de nouvelles bases. Ça va être du by the book à la Johan, mais c'est pas grave, ça va être bien quand même. Et puis, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais noter, en fait. Parce que j'ai improvisé des règles. Et pour que ça soit cohérent, parce que je jouais à l'époque avec un groupe d'amis, donc j'avais souvent les mêmes joueurs à ma table, pour pas les paumer d'une partie à l'autre, je me dis, c'est pas dur, je prends des notes, comme ça je mets au propre mon cult hybridé avec simulacre, et puis à la partie suivante, on joue avec le même système, ça va le faire, ça va fonctionner. Donc je commence à prendre des notes et tout. Et en fait, 25 ans plus tard, j'y suis encore. C'est ça en fait l'histoire de Sombre. C'est qu'au départ, euh, euh, moi j'avais une culture rôliste tradie, mais à l'époque il n'y avait rien d'autre en vérité. Donc, ma conception des systèmes de règles, c'était euh, plein de règles dans tous les sens pour gérer tous les cas particuliers qu'on peut retrouver dans une partie de jeu de rôle. Alors moi je voulais des règles pour tout. Quand on est asphyxié par la fumée, et puis aussi quand il y a des grenades qui explosent, et puis quand on se protège derrière des petits murets, mais aussi des moyens murets, et puis des grands murs, ça dépend de l'épaisseur aussi. Là, je voulais des vraies règles, quoi, du vrai jeu de rôle. Alors, il n'y avait pas tout ça dans Simulacre, mais en fait, il y avait ça dans Cult. Et moi, j'étais toujours dans l'idée de mener Cult. Alors, ce que je me disais, c'est, je vais essayer de transformer un petit peu toutes les règles qu'il y a bien dans Cult, et puis pour essayer de les faire rentrer dans Simulacre. Je ne sais pas si vous visualisez le truc. C'est un business quand même. Donc, oui, parce que Simulacre, c'est un tout petit machin. Donc j'ai commencé à travailler dans cette idée-là. Donc, voir ce que je pouvais conserver de l'architecture de Simulacre et puis essayer de blinder ça avec les particularités techniques de Cult. Qui était toujours mon super jeu d'horreur que j'aimais trop bien. Et pendant plusieurs années, pendant 5 bonnes années, j'ai fait que ça en fait. Et je pensais que j'étais en train en fait, de faire juste une version perso de Cult. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que quand même, j'avais tellement bidouillé de trucs, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais en train de créer un autre jeu en fait. Parce que rien que techniquement, quoi. C'est-à-dire que en dehors de toute question d'univers et de scénario, rien que les règles, ça commençait à ressembler vraiment à du Cult. Et ça ressemblait pas non plus à du Simulacre, parce que Simulacre est générique. Et moi, je voulais faire de l'horreur avec, parce que j'étais toujours dans la perspective de Cult. Donc, à un moment, je me suis dit, ça devient autre chose. Et donc, j'ai continué à creuser dans cette direction. Et puis, à un moment, je ne sais pas si vous l'avez sans doute vécu, parce que je vois qu'il n'y a pas que des jeunes rôlistes ici. Et à un moment, mon groupe de joueurs, c'est mon groupe de joueurs historique, celui que je traînais depuis le lycée, que j'avais renouvelé avec des connaissances postérieures, des gens que j'ai rencontrés à la fac et tout. Il a commencé à se disperser parce que les gens ils ont une vraie vie, hein. Au bout d'un moment, même les rôlistes, ça arrive. Et, ouais. Et donc, et comme moi j'étais toujours sur mon putain de culte simulacre Johan, je sais pas quoi, j'ai commencé à essayer de voir ce qui se passait au-delà de ma table, ce que j'avais jamais vraiment fait avant en fait. Je n'ai jamais été un joueur de club. Et j'avais fait quelques conventions, mais pas plus que ça, en tant que joueur, juste pour découvrir, quoi. Et pour moi, le jeu de rôle, c'était intrinsèquement lié à l'amitié. En fait. Je jouais avec des amis, et puis les gens qui jouaient avec moi finaient par devenir des amis, et ça se passait comme ça. Et là, je me suis dit, c'était le moment où Internet commençait à se développer. Il commençait à y avoir une vraie communauté rôliste francophone sur Internet, notamment autour de jeux de rôle amateurs. Donc, des gens qui écrivaient leurs propres jeux et qui mettaient en ligne sur Internet, que d'autres gens téléchargeaient avec des modems 52K. Mais c'était pas grave parce qu'en fait, il n'y avait pas d'image non plus, c'était que du texte. Et je me suis retrouvé en fait en 2004 à la CJDRA, la Convention des jeux de rôle amateurs, une convention française qui se déroulait dans la région parisienne.
et qui avait la particularité que tous les jeux qui étaient proposés, c'était des jeux amateurs. Donc, pas des jeux du commerce, même pas des hacks de jeux du commerce, des gens qui venaient et qui avaient créé leur propre système, leurs propres univers, leurs propres jeux. Et c'était les auteurs eux-mêmes qui venaient, dans la plupart des cas, faire jouer les gens. Le concept était super, quoi. Alors, moi, je débarque là-dedans. J'avais mon jeu qui s'appelait... Bon, évidemment, comme j'avais commencé à comprendre que c'était plus du culte, j'ai essayé de trouver un nom. Alors, sombre. Ouais, parce que j'aime bien les adjectifs, c'est pratique. Et donc, du coup, je me suis pointé avec Sombre, qui était en chantier. Et puis, j'ai mené un scénario que j'avais pompé sur Shield, mais que je m'autorisais avec les règles de son, parce que j'avais pas encore, comme le système n'était pas encore très stable, j'avais du mal à produire mes propres scénarios. Je propose à la CJDRA, et je me gaufre, mais bien. Bonne grosse gaufre. Alors, la partie n'a pas été une catastrophe. C'est quand même une partie qui a duré toute la nuit. Mais en fait, je me suis rendu compte que 99% des trucs que je faisais habituellement à ma table et qui passaient crème avec mes potes, en fait, ça avait juste aucune espèce de pertinence à une table avec des inconnus, quoi. Les gens, ils ne me connaissaient pas, je ne les connaissais pas, ils ne se connaissaient pas entre eux. Et on devait jouer ensemble. Et en fait, tous les trucs et toutes les habitudes que j'avais qui marchaient bien à ma table, parce que je faisais depuis des années avec mes potes, ça marchait juste pas, en fait. Mais pas du tout. Et en plus, derrière ça, le système que j'avais un peu rodé à ma table, il marchait pas non plus. Parce qu'en fait, il marchait bien avec mes potes. Mais parce qu'on avait des habitudes de jeu ensemble et que, en fait, on compensait tout le merdier que j'avais fait, là, toutes ces super grosses règles de code que je voulais fourrer dans Simulacre, tout ce merdier technique qui a avancé sur 3 pattes et demie, dont une cassée, ça ne tournait à ma table que parce qu'en fait, derrière, on était amis, en fait. Et que ils étaient sympas, ils ne voulaient pas me dire que c'était de la merde. Enfin, c'est même pas ça, ils ne ressentaient même pas que c'était de la merde, en fait. Parce qu'on jouait dans un cadre amical. Et ça, je m'en suis juste rendu compte à cette nuit-là. J'ai juste pris le mur de la réalité dans la face, quoi. Défoncé les gencives. Et en fait, et ça a été la chance de Sombre, en fait. Parce qu'en fait, je me suis pas vautré n'importe où. Je me suis vautré à la CJDRA, en fait. Et le principe de cette convention, c'est que c'était les auteurs eux-mêmes qui venaient mener leur jeu. Et il y a beaucoup, en fait, ils étaient à l'état de prototype, comme les miens, en fait, à des états d'avancement plus ou moins avancés. Et puis, il était entendu que des fois, ça pouvait être pas super, mais que la partie, qui était en vérité une démonstration, pouvait aussi servir de playtest avec un retour des joueurs. En fait. Et en fait, il y avait vraiment cette ambiance d'émulation entre auteurs et joueurs. Tout à fait. Et de retour constructif. Je dis parce que comme tu as un micro, les gens ils vont pas entendre. Et de retour constructif, parfaitement. Qui fait que, en fait, je me suis juste vautré, mais j'ai ramassé mes dents. Ah ouais, ça change tout. Donc, quand je suis rentré chez moi, que j'ai essayé de me réimplanter les molaires, en fait, non, je suis revenu chez moi et en fait, dans le RER, transport en commun parisien. Dans le RER, j'ai cogité, quoi. Je viens de passer une nuit blanche. J'étais dans un cas second, voire troisième. Et j'ai cogité et je me suis dit, oh, voilà, ok. Qu'est-ce qui a marché? À peu près rien. Est-ce que j'ai des idées pour que ça marche mieux ou ça marche bien? Et la réponse était oui, en fait. Parce que j'avais... Je ne sais pas comment trop expliquer ça, en fait. J'ai eu une vision. J'emploie un thème religieux, mais c'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu une vision de l'architecture de ce qu'elle allait devenir Sombre. Alors, c'était très patatoïde, quoi, parce que je l'ai affiné ensuite. Mais j'ai vraiment eu... parce qu'en fait, ça a soldé 10 ans de playtest et de développement en privé, en petit cercle le privé. Et d'un coup, la CJDRA, ça a tout fait exploser
et il n'est resté qu'une sorte de cœur conceptuel en fait, autour duquel je tournais depuis tout ce temps-là, sans m'en rendre compte. Et donc, quand je suis revenu chez moi, j'ai pris une feuille de papier A4 standard, et dessus, j'ai noté tous les trucs que je voulais changer ou faire dans le système, quoi. Et ça, c'est devenu mon conducteur pour les 5 années suivantes, en fait. Donc, à chaque fois que je faisais un truc dans le système, je rayais une ligne jusqu'à ce que j'ai rayé toute la feuille. Puis après, je l'ai cramé parce que ça m'a fait trop plaisir. Il me brûlait la feuille. Euh, et, euh, et le truc, c'est en 2008, donc 4 ans plus tard, je commençais à avoir un vrai système qui commençait à tourner parce qu'entre-temps, je n'avais pas lâché la CJDRA, en fait. C'est-à-dire que l'année suivante, je suis revenu, mais je n'avais pas de système parce que je n'ai pas le temps de faire les modifications que je voulais. Donc, je suis revenu et les années suivantes, j'ai mené du sombre sans règle. Un scénario que je publierai un de ces jours dans la revue, il est prévu, qui se joue en pur roleplay théâtral. Ah oui, alors le roleplay théâtral, c'est pas ça. Il y a le système 0. Ok. Bon, il n'y avait pas de gros système technique, quoi. Et le truc, c'est, en fait, j'ai mené ce scénario pour rester au contact de la culture CJDRA et de la culture des conventions. Après, j'ai commencé à faire d'autres conventions à droite, à gauche. En 2008, j'ai mis la première version du kit de démo de sombre en ligne sur le site sur terresétranges.net, cet excellent site. C'était la première version, c'était une version 75 pages, format A4. Et moi, alors c'était déjà une version qui était incroyablement plus avancée que la première avec laquelle je m'étais gaufré 4 ans plus tôt. Et moi, je me disais, c'est génial, parce que je suis modeste. Je me disais, c'est génial, c'est super bien, c'est super clair, c'est super simple. Je tutoie madame, je l'achète. En fait, et les gens, en fait, ils vont pas avoir de problème avec ça. Je vais leur filer, ils vont jouer tout de suite et tout, ça va être classe. La naïveté de la jeunesse. Et donc, en fait, et pas du tout. En vérité, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ne comprenaient rien à ce que j'avais écrit dessus. C'était trop touffu. Il y avait des exemples, certes, mais ça noyait le texte, le cœur du texte technique. Il y avait plein de trucs qui, en termes techniques, n'étaient pas super aboutis. Et 75 pages, c'était beaucoup trop pour un kit de démo. Donc, j'ai continué à publier de nouvelles versions du kit de Nemo. Actuellement, j'en suis à la 11e. Et chaque version plus simple que la précédente. Donc, je suis passé de 75 pages A4 avec une maquette super dense à ce que vous pouvez trouver actuellement sur le site qui fait 7 pages, enfin 14, parce que maintenant je travaille en A5, donc je mets 2 A5 sur une A4 pour que les gens puissent l'imprimer facilement. Donc ça fait 7 pages A4, très aéré. Parce qu'en fait, le travail sur Sombre, à partir de ce moment-là, ça a été d'épuré. En fait. C'est-à-dire que Sombre, c'est à partir du moment où j'ai fait ma petite révolution conceptuelle après la CJDRA, la suite du boulot, ça a été de la simplification. Et la simplification, c'est compliqué en fait. Parce que moi, je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont suffisamment doués pour que ça leur revienne naturellement. Mais moi, en fait, la simplicité, elle me vient pas en première intention. C'est-à-dire que quand je pense à un truc, systématiquement, c'est complexe. Alors, ça l'est moins maintenant parce que j'ai plus d'habitude, j'ai plus de métier. Mais au début des années 2000, quand je pensais à un truc, je pensais compliqué, en fait. Et compliqué, c'est cool parce que c'est cool à partir du moment où c'est à ma table. Parce que ça marche. C'est moi qui suis derrière. C'est mon compliqué à moi, en fait. Mais compliqué à moi, il n'est pas le compliqué des autres gens. Et du coup, eux, ça ne marche pas à leur table à eux. Alors, ce qui marche à ma table et ce qui marche à la table des gens, c'est la simplicité. Mais la simplicité, ça vient par simplification. Et la simplification, c'est un processus, pour moi, chez moi, c'est un processus long et complexe. Parce qu'en fait, alors d'une part, il faut choisir de quelle manière on simplifie. Donc il faut faire des choix nets et clairs et accepter de sacrifier des choses. Ce
qui est pas simple, parce qu'en fait, quand on a sué, moi, j'étais déjà à 15 ans de boulot, donc quand il y a des règles sur lesquelles, par exemple, j'avais des règles d'endurance et de fatigue, parce que moi je voulais tout bien comme c'était dans Cult. Et donc j'avais des règles d'endurance et de fatigue. Et, et, euh, et c'était super bien, il y avait des échelles, des machins à cocher, puis après on entourait des trucs, et puis après ça faisait des sommes, et ça faisait des modificateurs. Et je kiffais trop ma mère, c'était vachement bien. Du vrai jeu de rôle, nom de Dieu. Et en fait, actuellement, les règles de fatigue dans Sombre, c'est exactement 4 mots, quoi. C'est quand on est fatigué, on peut prendre un cochage de corps. Voilà. C'est intégré dans une règle qui s'appelle la règle d'attrition, qui fait en même temps la fatigue, les blessures graves laissées sans soin, la radioactivité, les poisons, les températures extrêmes, que sais-je encore. Et en fait, voilà. Et tout ce compartiment des règles sur lequel j'ai travaillé comme un taré, parce que j'ai implémentation après implémentation. J'ai écrit, réécrit, réécrit la règle pour finalement, au final, la tracher, quoi. Et, et ça va pas de soi, en fait, parce qu'on s'attache à ce sur quoi on travaille. Donc sacrifier, c'est difficile. Puis ensuite, il faut que ce soit pertinent. Il y a des choses à garder, mais lesquelles? Et ce qui m'a permis de faire les choix, c'est ça. C'est la tagline du jeu, en fait. Parce qu'à un moment, les choix, ils doivent être orientés en fonction d'un objectif. C'est-à-dire que moi, quand j'ai récupéré Cult, pourquoi est-ce que je voulais jouer Cult by the Book? C'est parce qu'en fait, moi, j'imaginais que le système, il était trop bien fait pour jouer l'univers de Cult, que je trouvais génial. En fait. Et je me disais, ouais, l'univers, il est trop bien. Donc, du coup, si j'apprends tout bien les règles, je vais pouvoir faire vivre cet univers facilement à ma table. C'est pour ça que sont faites les règles. Un super univers, métropolis, machin, tout ça. Moi, je veux ça à ma table. Ça a l'air trop bien. Donc, du coup, je joue les règles, et puis, paf, les scénarios qui vont bien derrière, et puis ça va produire ça. Bon, alors ça n'a pas marché du tout. Et du coup, quand j'ai essayé, quand je me suis retrouvé à simplifier Sombre, l'idée, c'est que je me suis posé, c'est qu'est-ce que je veux faire avec Sombre, en fait. C'est ça la question, en fait. Parce que clairement, je ne voulais plus faire du Cult, en fait. Parce que c'était devenu Sombre. Donc ça n'aurait eu aucun intérêt de faire Cult, puisque Cult existait déjà, puis que c'était le meilleur jeu du monde. Toujours amoureux de Cult, hein, après tout ce temps. Et donc, du coup, comme Cult, comme l'objectif c'est de faire Cult, du coup, si l'objectif c'est de faire Sombre, qu'est-ce que c'est que Sombre, en fait? On fait quoi avec Sombre? Et donc la réponse que j'ai trouvée, c'est qui à la fois, il y a deux mouvements en fait. Il y a d'un côté, c'est une approche rationnelle du problème et froide. Hein. Qu'est-ce que je veux faire avec? Je cogite. Et d'autre côté, c'est vraiment une inspiration fondamentale chez moi. Moi, depuis que je suis gamin, depuis que je fais du jeu de rôle, pour moi, le jeu de rôle, c'est des films imaginaires, en fait. Pas forcément des films d'horreur. Je tapais du AD&D comme tout le monde. C'était cool. Mais pour moi, c'est des films, en fait. Et du coup, ma sélection, ça s'est fait en fonction de ça. L'idée, ça a été faire des règles pour qu'au final, la partie ressemble à un film imaginaire. Mais pas n'importe quel film, puisque j'étais parti de Cult. Hein, un film d'horreur. Donc, un film d'horreur imaginaire. Qu'est-ce qu'on a besoin comme règle pour faire un film d'horreur imaginaire? Qu'est-ce que dans tout le merdier que j'ai développé pendant 10-15 ans, là, qu'est-ce qui, dedans, est utile? De quoi je peux me dispenser? Qu'est-ce qui gêne? Parce que c'est souvent ça, en fait. Si ça ne sert pas, c'est pas juste que ça ne sert à rien, c'est que ça gêne. Pourquoi ça gêne? Parce que alors, ça va demander un effort au meneur. C'est-à-dire, moi, quand j'ai chopé le bouquin de Cult, ce qui m'a mis la pression, c'est qu'il y avait vachement de règles. C'est super épais, il y avait plein de chapitres, et même si j'avais suffisamment d'expérience, notamment grâce à Simulacre, pour me dire,
Ouais, les règles d'incendie avec des grenades au phosphore, c'est peu probable que j'utilise une partie sur une, quand même. Mais je voulais quand même les connaître pour que durant la partie, je ne sois pas à feuilleter le bouquin et à casser le rythme du jeu en ayant cherché les trucs. Donc je me mettais la pression en disant ça, il faut que je connaisse ça aussi, ça aussi. Et en fait, euh, l'accumulation de simplicité produit de la complexité en fait. Parce que les rôlistes, ils disent ouais, mais attends, c'est simple. Tu prends 2d6, tu ajoutes sous la difficulté, tu mets un modificateur, nickel. Ouais, ouais, mais ça, c'est le cœur du système. Et à côté de ça, tu as tout un tas de petits modules là, qui rayonnent tout autour pour faire tout et n'importe quoi. Et en fait, chaque module, pris indépendamment, il est simple, mais l'accumulation des modules, ça fait un gros machin complexe. Et en fait, Cult, il y a de ça dans Cult. En fait. Et moi, j'ai jamais réussi à mener ça. En fait. Il y a les meneurs qui ont la technicité et le don pour ça, hein, qui savent pendant le jeu lire des tableaux, se référer à des points de règle, improviser de la technique là où il faut. Et moi, j'ai jamais été capable de faire ça. En fait. J'ai une bande passante qui est super limitée. Donc, quand je fais ça, je fais rien d'autre. Je ne m'occupe plus du rythme, je ne m'occupe plus des PNJ, je ne m'occupe plus de l'ambiance. Et quand on va faire des films d'horreur imaginaire, plus s'occuper de l'ambiance, plus s'occuper des PNJ, ça pose problème en fait. Parce qu'en fait, c'est ça, pour ça qu'on vient regarder les films d'horreur. C'est pour l'ambiance et les monstres et la pression qu'ils mettent aux protagonistes. Donc voilà. Donc sombre, énorme gros processus de simplification à partir de Cult sur une base de simulacre. Et donc j'ai au départ publié le cœur de technique de Sombre, qui est devenu le kit de démo de Sombre. Et puis ensuite, et j'étais toujours dans une perspective tradie. C'est-à-dire que moi j'imaginais, et je suis toujours tradit, basiquement, hein, Sombre, c'est au niveau, pour qu'on soit bien clair, hein, Sombre, c'est un jeu de rôle classique avec un système, avec un dispositif ludique qui est celui de Donjons et Dragons. Hein. C'est du jeu de rôle comme on fait depuis 1974. C'est-à-dire, ça reste sur les fondamentaux à la fois de Cult et de Simulacre. Hein. C'est dans l'arbre généalogique de Sombre, c'est ça, exactement. C'est-à-dire un meneur, des joueurs, un personnage par joueur. Le meneur, il connaît le scénario ou il l'improvise. Il gère la description du décor, il gère les PNJ. Souvent, c'est les antagonistes, parce que c'est un film d'horreur. Donc, des bad guys qui veulent tuer les victimes. Donc, on est vraiment dans un dispositif, pur classique, pur tradi. La nuance, c'est que il est épuré jusqu'à la moelle, quoi. Ça, c'est la première chose. Et que deux, il est dédié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un système tradi pour faire n'importe quoi en tradi, c'est pour faire des films d'horreur imaginaire et que ça. Prétend sombre, c'est un jeu de rôle qui se prétend d'horreur générique, donc avec lequel on peut faire un truc pointu, faire des films d'horreur imaginaire. Et donc, j'ai publié sur Internet le kit de démo, pile poil dans la mouvance CJDRA. Je suis un auteur amateur, je bricole un système de mon côté, hop, je le mets sur Internet pour voir si ça intéresse les gens ou pas. Et puis, derrière, en fond de tâche, je me disais, j'en ferais bien un vrai jeu de rôle. Et là où je dis que je suis tradit, c'est qu'en fait, moi j'imaginais un jeu de rôle comme je connais, je suis gamin. Moi je voulais un gros bouquin A4, 300 pages, couverture couleur, un truc que tu peux caler les armoires avec. Et puis aussi il me fallait un écran et puis il me fallait des suppléments, etc. N'importe, enfin, tous les rôlistes de ma génération, je pense que quand on visualise, à l'époque où j'y pensais, visualiser le jeu de rôle, c'est ça qu'on visualisait. Quoi. Et, et puis, c'est un boulot colossal. Alors, rien que sortir le bouquin de base, hein, tout seul, rien que l'écrire, hein, même si ensuite je propose à un éditeur et qu'il se charge de trouver quelqu'un qui fait les illustrations, les maquettes, etc. Rien que l'écrire, c'est un énorme gros taf.
Et puis c'est un tellement gros taf que souvent les gens qui y parviennent, alors ils sortent l'écran après, parce qu'en fait ils l'ont développé en même temps que le livre de base. Donc le livret de l'écran arrive, et puis après ça leur scie les pattes, parce que l'effort est tellement colossal qu'ils n'arrivent pas à rebondir pour sortir les suppléments suivants. Et alors moi, j'étais même pas arrivé là, rien qu'en commençant à bosser sur le bouquin de base. Puis je commençais à avoir un peu d'expérience de l'écriture à titre professionnel, parce qu'à côté, j'étais pigiste dans la presse. Et je me commençais à me dire, voilà, Joanne, c'est vachement ambitieux là quand même, là. Hein, le bouquin de base de 400 pages, vrai jeu de rôle et tout. Ça commence à faire un peu beaucoup quand même pour toi tout seul. Et je me suis dit, plutôt que de sortir le gros bouquin de base dans 10 ans, que sans doute je ne ferai jamais, ça serait bien peut-être de commencer plus modeste. Moi, j'ai une culture, à la base, j'ai une grosse culture fanzine, en fait. C'est dans les fanzines, avant de devenir pigiste, que j'ai publié mes premiers textes. Et puis j'étais gros consommateur de fanzines musicaux, fanzines littéraires. Et je me suis dit, j'avais participé à l'écriture et à la conception de certains fanzines. Je me suis dit, ouais, ça va m'apporter, en fait. C'est-à-dire que le texte, je peux le produire. J'ai l'habitude, c'est mon taf, en fait. L'objet fanzine, il n'est pas si exigeant en termes de fabrication que je ne puisse pas l'assumer moi-même. J'avais monté une association qui s'appelle Terres étranges pour promouvoir Sombre, avoir un cadre juridique. C'était pratique pour tout un tas de trucs, pouvoir récupérer des stands dans des conventions, par exemple. Parce qu'avec des auteurs tout seuls, ils n'aiment pas trop, en fait. Ils préfèrent filer des stands à des associations. Alors, du coup, j'avais monté une assoce. Donc, j'avais la sauce, je savais comment faire les fanzines, j'avais une bonne partie, le système était vraiment abouti. Je savais je commençais à savoir comment écrire des textes. Et ben, je me suis dit, plutôt que de faire un vrai gros bouquin de jeu de rôle, je vais faire un fanzine, en fait. Et j'ai sorti le premier numéro de Sombre. Parce que comme je suis hyper ambitieux, je me suis dit, il y en aura d'autres après. Je ne savais pas du tout qu'il y en aurait d'autres après, en réalité, parce que je ne savais pas comment il allait être accueilli. Et il aurait été plutôt bien, parce que ça aboutissait tout un tas de travail, tout un travail de fond que j'avais fait dans tout un tas de conventions à l'époque, essentiellement en France. Et le jeu commençait à être connu parce que les gens s'étaient assis à ma table pour le jouer. Et donc j'ai sorti le premier numéro, et du coup j'en ai sorti un deuxième, puis un troisième. Puis au bout d'un moment, comme ça marchait suffisamment bien, j'ai monté une boîte, une vraie entreprise, pour pouvoir me rémunérer un peu sur Sombre. Et aujourd'hui, j'en suis à 13 numéros parus. Maintenant, je fais des numéros réguliers, qui continuent la série des 1, 2, 3, et des hors-séries, qui est une série parallèle, d'autres suppléments pour les gens qui sont hardcore fans de Sombre. Et maintenant, j'ai 3 systèmes pour Sombre. Il y a Sombre classique, qui est le système qui est héritier de ma vision que j'ai eue à la CGTRA, et qui est le système de base de Sombre, pour jouer des films d'horreur imaginaires, avec un côté psychologique, un système de personnalité, qui sont des guides de roleplay pour jouer la psychologie des personnages. J'ai le Sombre 0, qui est une simplification de ce système, qui se joue avec des petites tuiles de 6 cm sur 6 cm, qui constituent en fait des feuilles de personnages, et qui permet de jouer à Sombre à la fois sur des formats très courts, je fais des démos en 15-20 minutes, également avec des gens qui n'ont aucune appétence particulière pour le jeu de rôle, des novices complets. Il m'arrive assez régulièrement à ma table d'avoir 3 générations de la même famille, de la petite fille à la grand-mère, et des enfants donc, notamment, pour qui les règles simples sont vraiment pertinentes. Et dernièrement, j'ai sorti Sombre Max, qui est une seconde variante pour jouer des actionneurs horrifiques et des films à la Predator. Parce que je m'étais rendu compte que... alors, je suis un gros fan de Predator, super film. Des mecs bodybuildés armés de miniguns qui pètent tout dans la jungle. Ça me parle. Et du coup, ça, en plus, ça rencontre la culture rôliste, qui est une culture du jeu d'aventure, essentiellement.
Et donc souvent, quand je demandais à des joueurs dans les parties improvisées, brainstorming de début de partie, bonjour, vous voulez jouer quoi? On se trouvait avec des trucs qui étaient pas si loin de Predator. Genre, ouais, on veut jouer des pistoleros au Far West. Alors moi, c'est pas un problème. Derrière, je mets des Indiens à moitié morts, zombies ou fantômes, ou ce qu'on veut, et puis ça fait du film d'horreur. Mais le problème, c'est que les pistoleros, c'est pas des victimes standards. Et du coup, les règles que j'avais développées pour les victimes de base, elles fonctionnaient pas trop bien dans cette dedans. Ok. No comment. Livraison de bière, c'est énorme. Donc, les règles qui fonctionnaient pour les victimes standards, elles ne marchaient pas trop bien pour les victimes badass. Et comme je suis vraiment fan de Predator, j'ai décidé de créer une variante dédiée, en fait, qui permette de jouer des films donc, comme Predator, comme Aliens, le 2, celui de Cameron, ou Vampire de Carpenter. Et ce qui sont en fait qui sont à la Vampire de Carpenter. Ouais. Ce film sévèrement burné où tu as des chasseurs de vampires qui défoncent des nids de vampires et qui se font ensuite non, pas le bal des vampires, Vampire de John Carpenter. Le bal des vampires, c'est Roman Polanski. Non, je parle de Vampire et c'est les années 70, et je parle de Vampire de Carpenter, qui est un film des années 90, qui est comme souvent chez Carpenter, un western, mais avec des vampires et des chasseurs de vampires qui ne se font pas marcher sur les pieds, qui se font juste démonter la tronche. J'adore ce film. Et donc du coup Max, pour jouer ça pour en fait réaliser la promesse initiale de Sombre, la peur comme au cinéma, c'est-à-dire pour un numéro après l'autre, parce que c'est une entreprise de long terme, pour livrer aux gens un jeu avec lequel ils puissent effectivement jouer n'importe quel film d'horreur. Tout faire à partir du moment où c'est un film d'horreur, de l'horreur générique. Et pourquoi est-ce que c'est une entreprise de longue haleine? Tout simplement parce que le genre est hyper riche. Les films d'horreur, ça fait presque un siècle qu'on en tourne. Le premier, c'est dans les années 30 avec l'Universal. On peut même remonter aux années 20 si on annexe l'expressionnisme allemand. Et en fait, en plus, c'est un genre de pure exploitation, ce qui signifie que quand il y a un type qui trouve une idée bien, il y en a 200 000 qui le copient pour faire le même film, mais à peu près, pour pouvoir en tirer parti. Donc, et le résultat, c'est qu'il y a des sous-genres qui popent en permanence, juste parce qu'ils sont créés par un film ou deux qui ont bien marché. Et ça, c'est en fait un vivier super riche. C'est de la matière première idéale pour du jeu de rôle. Mais du coup, c'est tellement vaste que pour accomplir cette promesse-là, quelques numéros, ça ne m'a pas suffi. Maintenant, j'en suis à 13. Ça va continuer encore. Et voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Sombre, ce que vous vouliez savoir, ce que vous n'avez jamais su que vous vouliez savoir, vous le savez maintenant. Et donc, on en est au moment où je vous laisse la parole et je vous laisse poser des questions. Il y a un micro là, les gens qui veulent en savoir plus, ils sont invités à prendre le micro. Donc, traditionnellement, je pose la première question, donc on ne va pas faillir aux traditions. Johan, il y a deux choses, moi, à propos de Sombre, que je voudrais bien que tu expliques un petit peu plus. La première, c'est tu playtestes ce jeu comme un malade. Et je sais que tu tiens un log de tout cela très, très détaillé. Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes d'affinage de tes règles, en termes d'affinage de l'expérience ludique que tu apportes avec Sombre? Ça, c'est la première question. Alors, on va s'en tenir là. Je vais répondre une question à la fois. À mon avis, ça va être plus court. On enchaînera sur la deuxième après. Alors, ouais, effectivement. Le parti pris de Sombre, fondamentalement, c'est d'écrire le jeu à hauteur de ma table. Voilà. Alors ça, si vous avez ouvert Sombre ou si vous avez eu la curiosité de télécharger le kit de démo, vous verrez que je m'y exprime à la première personne du singulier. Alors, c'est pas inouï. Hein. Par exemple, on le fait dans Malefice. Mais c'est suffisamment rare en jeu de rôle pour détonner un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon idée, c'est
à travers la revue, ce que je veux transmettre aux gens, c'est la manière dont je fais tourner sombre à ma table. Voilà. Et en faisant le pari qu'à partir de ça, si je l'explique suffisamment bien, ils vont pouvoir en tirer des parties intéressantes à leur propre table. C'est-à-dire, ben, ouais, je suis joueur, alors j'aime bien risquer des trucs. Donc, basiquement, je pars du principe que les rôlistes ont un cerveau. C'est ça. Non, de manière sérieuse, c'est-à-dire qu'en fait, je m'adresse à des gens que je considère comme mes égaux, en fait. Alors, ils n'ont pas mon expérience de sombre, c'est ce que j'essaye de leur transmettre. Mais ils sont aussi intelligents que moi, ils sont capables de faire des choix pertinents à leur table, de choisir ce qu'ils ont envie de jouer, etc. Et d'appliquer les règles qui leur semblent intéressantes. Et le playtest, ça me permet, pour revenir à ta question, le playtest, ça me permet de voir ce qui fonctionne exactement à ma table, de manière à affiner les règles et les scénarios. Pour obtenir à ma table les choses que je cherche à obtenir. Quand j'écris un scénario qui doit ressembler à Alien, par exemple, et ben je le playteste jusqu'à avoir un feeling Alien, quoi. À la fois, je playteste les règles et je playteste peut-être les petits patchs de règles que j'ai constitués pour exprimer les spécificités particulières d'Alien. Et puis, je playteste le scénario en lui-même pour voir si les personnages que j'ai écrits, est-ce qu'on a un feeling, est-ce qu'ils passent du Nostromo ou pas du tout, voilà. Alors, ça, c'est pour moi, le playtest pour moi. Et puis, donc, à un moment, quand j'ai commencé à improviser des parties, ce que je ne faisais pas avant Sombre, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai réalisé que si je voulais playtester Sombre, pour qu'il soit bien tout carré de tous les côtés, et que, en particulier, si j'étais en train de travailler sur Sombre classique, dans lequel il y a une liste de traits classiques, avantages, désavantages, mécanique standard. Hein. Et cette liste de traits, actuellement, elle fait 50 traits, 25 de chaque. Et je voulais playtester chaque trait. Voilà. Parce que je me disais, il y a sans doute des petites mécaniques intelligentes, des petits machins qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, et je veux voir exactement ce que ça rend en partie. Et puis, je veux playtester suffisamment longtemps pour que, si je vois que je me suis planté, je peux faire un deuxième test pour voir. Et je me suis fait, je ne peux pas. Comment je vais playtester 50 traits alors que j'écris un scénario par an à l'époque? C'est juste pas possible. Un scénario de Sombre 0, c'est pour des parties un peu longues, ça demande du boulot et tout. Je peux pas écrire, je vais pas pouvoir écrire 30 scénarios pour tester mes 50 traits. Et puis parce qu'en plus, je veux voir ce que les traits ils donnent dans différents contextes. Hein, peut-être que ce trait-là, il est bien pour de la science-fiction horrifique. Mais si je vais faire du polar à la Alien, mais si je fais du polar horrifique à la Seven, ça ne va pas fonctionner. Et puis si je fais un slasher, ça ne va pas marcher, ça va peut-être mieux marcher. Et au moins que je puisse donner ce type de retour aux meneurs pour leur dire « ouais, vous faites ça, privilégiez ce trait. » Donc il fallait que je vois, en fait. Et écrire des scénarios, c'était juste pas gérable. Alors je me suis dit « j'ai un système simple, vraiment simple. La création des personnages, techniquement, ça prend 5 minutes. Si on met un peu de background autour, une demi-heure. Et puis, en plus, j'ai pas d'univers, parce que j'avais lâché l'idée d'un univers en cours de route. J'étais parti de celui de Cult, qui a cette particularité, une petite parenthèse, qui a cette particularité, à mon sens, d'être un moyen hyper malin pour produire un jeu d'horreur générique. Pour moi, Cult est un jeu d'horreur générique et que c'est réalisé par l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des sous-genres de l'horreur cinématographique et de l'horreur tout court, ils l'ont casé dans un petit recoin de leur univers.
avec un système de dimensions parallèles, etc. Je trouve ça super malin. Mais moi, j'avais lâché l'idée de l'univers. Et du coup, ce qui est devenu mon background, c'est le cinéma horrifique, le cinéma horreur, et ce qu'en connaissent mes joueurs, en fait. Donc voilà, les références culturelles, on les a. Le système est super simple, la création des persos est rapide. Ça devrait être possible d'improviser des parties. Et je l'avais jamais fait, en fait. Bon, j'étais un meneur qui aimait bien tout préparer, le carré et tout, machin. Ici, ils font ça, je fais ça, et puis s'ils refont ça, je vais faire ça, tac, tac, tac. Tout était bien. Quand je préparais mes parties, même si j'utilisais 2% de ma préparation, j'avais fait un gros taf. Et là, je me suis dit, ouais, non. J'arrive au début de la partie, j'ai rien préparé, je fais un brainstorming avec les joueurs, et puis on improvise une partie. Et du coup, là, je peux leur dire, ouais, mais dans cette partie-là, vous me prenez ces traits-là, parce que j'ai envie de tester ça. Et puis, on va jouer dans le désert pour voir ce que ça donne. Je pouvais en fait poser des contraintes à but de playtest aux parties. C'était idéal pour playtester. Et je me suis rendu compte que ces parties-là, improvisées, en fait, c'était assez cool de les raconter, en fait. Alors que quand je travaillais sur les scénarios, par exemple le scénario zombie que j'ai publié dans le numéro 1, j'ai fait 13 parties de ce scénario avant de le publier. J'avais pas envie de raconter les 13 parties. En fait, j'avais pas envie de me mettre au clavier pour faire un compte-rendu de la partie, parce qu'en fait, ça revenait à réécrire le scénario que j'avais déjà fait. Alors, réécrire, j'aime bien l'écriture itérative, c'est-à-dire reprendre les trucs, mais repartir, raconter la même histoire à quelques variations plus ou moins importantes près, ça ne me vendait pas du rêve. Ça, j'utilise pour nourrir les feedbacks qui se trouvent à l'intérieur du scénario, pour donner des exemples pertinents, mais raconter toute la partie dans ces conditions, honnêtement, ça ne me fait pas triper, quoi. Par contre, raconter des impros, ça, c'est super fun. Parce qu'en fait, les impros, je n'ai pas travaillé avant dessus. Donc, je n'ai pas écrit l'histoire avant. Et puis, l'écriture en elle-même est super fluide parce qu'en fait, j'ai déjà toute la structure. Je raconte la partie d'après mes souvenirs. Donc, c'est une manière super agréable d'écrire. Par opposition, quand il m'arrive d'écrire des nouvelles horrifiques, parce que je fais aussi un peu de littérature, où là, en fait, c'est dans la structure et dans la composition, c'est nettement plus laborieux. Mais là sur les comptes rendus, ça coule de source parce que j'ai déjà le canevas de la partie. Et donc, mes fameux playtests, j'ai commencé à les écrire, les comptes rendus. Et puis les comptes rendus, d'abord, je les ai postés sur Terres étranges, sur le forum, et sur le forum du site. À la base, ça me servait surtout pour dialoguer avec les premiers fans du jeu, pour échanger sur tel ou tel point technique. Vraiment une sorte de complément des retours et des débriefs que j'avais à chaud avec mes joueurs. Et puis voilà, je me suis dit, oh, ça serait peut-être cool de le poster sur d'autres forums, en fait. Parce qu'en fait, c'est super difficile d'exister en tant que petit jeu indépendant, amateur, sur l'Internet rôliste, qui est juste plein de grosses machines qui génèrent beaucoup de fans et beaucoup d'activités. Et puis se pointer tous les 15 jours sur les forums pour dire ouais, achetez mon jeu, il est vachement bien. Bon. C'est vraiment de la retape commerciale pure, quoi. Et, bon, même si je m'y contrains parfois, je trouve ça pénible. Mais en fait, poster des comptes rendus, c'est cool, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas que pour faire la pub du jeu, c'est aussi pour que les gens ils ont directement accès à un compte rendu, à une histoire, et puis à des réflexions à la fois de game design et de maîtrise. Juste, je termine. Et du coup, et maintenant, je suis passé à l'étape suivante, c'est-à-dire que j'ai compris que les comptes rendus, c'était pas juste bien pour faire de la pub, en fait. C'était un vrai outil pour mieux comprendre le jeu. Et du coup, j'ai commencé à publier des comptes rendus directement dans la revue.
J'ai même sorti un hors-série qui est en fait un récit de campagne. J'ai mis une campagne sombre et j'ai raconté toute la campagne dans le hors-série pour que les gens y voient comment on joue en campagne. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que malgré tous mes efforts de pédagogie et de didactisme, il y a une limite à ce que j'arrive à transmettre par l'écrit en fait. C'est-à-dire, je réalise bien qu'il y a un certain nombre de trucs, soit parce que j'en suis pas directement conscient, soit j'en suis conscient, mais que j'ai du mal à l'exprimer ou à le mettre noir sur blanc. Et il y a un certain nombre de trucs, de techniques de maîtrise, d'attitudes que j'ai à table, qu'on ne peut comprendre et capter que quand on joue à ma table. Il y a une partie de la transmission qui est orale, quoi. Et du coup, les comptes rendus, ça me permet de repousser la limite de la transmission par l'écrit, en fait. Parce que, alors, c'est pas de la règle, c'est pas de l'article de fond, comme j'en publie dans la revue. C'est un truc supplémentaire qui montre comment j'ai improvisé telle ou telle partie, comment de manière hyper pratico-pratique, j'ai géré tel ou tel problème qui s'est présenté à moi durant le jeu. Et en fait, je pense que actuellement, c'est intrinsèquement lié à la démarche sombre, à ma démarche sur sombre. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux transmettre au mieux de mes capacités, sachant qu'il y aura toujours une partie qui restera intransmissible. Mais si je veux aller le plus loin possible dans la transmission du jeu, les comptes rendus de partie, qui sont en fait pour beaucoup des comptes rendus de playtest, il m'arrive de faire des comptes rendus de parties qui sont des démos. Quand je fais des animations, par exemple, je fais une médiathèque, j'improvise des parties avec les gamins et puis je raconte sur Internet. Mais la plupart de mes comptes rendus sont des comptes rendus de playtest, en fait. Et ces comptes rendus de playtest participent de la transmission de sombre à d'autres meneurs. C'est ça le truc. Moi, je voulais rebondir sur la retransmission justement de parties. Et ce que je veux, ma remarque, c'est peut-être pour toi dans ton futur développement, mais pour tous les maîtres de jeu. Je pense qu'il y a quelque chose à chercher au niveau de la retransmission des parties, mais du côté des joueurs. C'est-à-dire qu'une partie s'est déroulée, il s'est passé ce qui s'est passé, et demander aux joueurs de raconter, même une semaine, voire un mois, voire même un an après la partie, quitte à ce que l'histoire racontée soit fondamentalement différente à ce qui s'est vraiment passé. Je pense que ça peut induire une émulation entre joueurs eux-mêmes, entre joueurs et maîtres de jeu, qui vont finalement raconter une histoire sur l'histoire racontée. On a par exemple une partie où il y a un personnage qui a été particulièrement veule, qui s'est caché, qui n'a pas participé à l'action, qui a été lâche. Et puis, il va raconter la partie en se mettant en avant, en disant « moi, c'est moi qui ai réussi ceci, c'est moi ». Tout à fait faux, mais en créant une espèce de méta-histoire, ça va induire, ça va d'abord replonger les joueurs dans leur scénario qu'ils ont bien aimé, ça va en quelque sorte provoquer une réaction des autres joueurs qui pourront raconter leur même histoire. Et si toi, tu racontes ce qui s'est vraiment passé et ce que les autres joueurs, comment ils ont vu l'histoire... Alors, je t'arrête en fait sur un point précis. Voilà. Je ne peux pas raconter ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'en fait, ma vision est tout aussi subjective que celle de n'importe quel joueur, en fait. C'est-à-dire que je ne raconte pas, pour être très clair, quand j'écris des comptes rendus, je raconte pas une version objectivée de la partie, ni objective ni objectivée. Au contraire, enfin, je travaille dans la pure subjectivité et le pur ressenti. En fait, j'explique mon expérience de maîtrise, et c'est pour ça que je considère que c'est un outil de transmission, en fait. Je raconte mon expérience de la partie. Donc du coup, j'ai aucune capacité à poser le vrai, si tu veux, parce que ça n'existe pas, quoi, tout bêtement. Non, j'entends bien. Là. De toute façon, le principe même du jeu de rôle, c'est la subjectivité.
Et à la limite, plus la subjectivité est importante entre les protagonistes, plus c'est amusant. Parce que les contrastes sont là, parce que les contradictions sont là. Et c'est finalement en dépassant les contradictions qu'on va créer une histoire intéressante. Si on est tous dans le même trip, si on fait tous la même chose, qu'on pense tous de la même manière, avec la même archétype, finalement on en arrive à du jeu de plateau, où on avance les pièces, où on suit les règles. Et finalement, c'est celui qui lance le dé, c'est celui qui fait telle action qui va Je fais ça aussi avec Sombre. En fait. Je fais un peu tout avec Sombre. Ouais, ça fait Grippin par un côté aussi. Oui, si on le demande gentiment. Non, le point, c'est en fait. Alors, sur les comptes rendus, il y a un truc important, c'est qu'en fait, j'enregistre aucune de mes parties. Voilà. Je ne fais pas de captation audio, je ne fais pas de captation vidéo. Alors, je sais que les actual play fonctionnent très bien en ce moment, mais j'ai pas de vraie vocation de vidéaste. Je dis pas que j'en ferai jamais, quoi, mais c'est pas un truc qui en soi m'intéresse. J'aime le côté happening du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est l'événement, la partie, qui en fait, qui ne laisse pas de traces matérielles, hors les aides de jeu qu'on a remplies. Et qui me servent en fait de base pour raconter pour raconter la partie. Je récupère les feuilles de personnages et les différentes aides de jeu qu'on remplit les joueurs, les plans qu'on a dessinés, et c'est là-dessus que je base mes comptes rendus. Mais il n'y a pas, tu vois, tu parlais des perceptions subjectives et puis diverses. Tu peux pas en fait, dans les parties de Sombre, et tel que je les conçois, que j'ai fait, tu peux pas en fait te baser sur un document qui serait commun. Alors, par exemple, tu vas voir un film, tout le monde va ressentir des choses différentes vis-à-vis du film, mais en fait, le film, il existe indépendamment de la perception subjective de tel et tel. Et ben, Sombre, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le document de base, il n'y a pas la captation de la partie qui serait en fait, qui pourrait servir de base aux interprétations diverses et variées. Et je kiffe ça, en fait. Je kiffe l'idée que ce qui reste de mes parties de Sombre, c'est une vision très subjective et personnelle de leur meneur, quoi, en fait. Et vraiment, j'aime beaucoup cette idée. Il y a tout un tas de parties dont j'ai fait les comptes rendus il y a maintenant peut-être 10 ans. J'en ai juste aucun souvenir, hors les quelques mots, pages, paragraphes que j'ai écrits sur elle, en fait. Et ça, j'aime vraiment cette idée. Et en dehors de tout, et je l'avais dans ce numéro-là, voilà, dans ce numéro-là, leur série 3, dans lequel j'ai publié le récit de campagne, en fait, je me suis rendu compte que cette manière de travailler, c'est-à-dire à chaque fois que je terminais un des épisodes de la campagne, j'en ai mené 7 en tout, j'en faisais le compte-rendu. C'est une campagne que j'ai menée sur une durée de 5 ans. Alors, je n'ai pas joué toutes les semaines pendant 5 ans, mais j'ai parfois joué d'une semaine à l'autre, mais plus fréquemment, il y avait quelques semaines ou quelques mois, voire une année, entre chaque partie. Et du coup, je revenais à la partie suivante, c'était une suite d'improvisation. Je revenais à la partie suivante en relisant les comptes rendus des épisodes précédents. Donc je me souvenais plus trop bien des parties, parce que des fois c'était il y a 2 ou 3 ans, quoi. Donc, ce que j'en avais conservé, c'était les comptes rendus. Et en fait, les comptes rendus, c'était super utile à ce niveau-là, parce que ça produisait de facto une continuité. Voilà. Parfaitement subjectif, parce que c'était ma continuité à moi, et que si les joueurs avaient fait leur compte rendu, il aurait été très différent. Mais consciemment et inconsciemment, je sectionne. Je sélectionne ce que je raconte. Il y a des trucs, je les écarte sans même me rendre compte, juste parce qu'ils n'ont pas été marquants, en fait, et qu'ils n'ont pas imprimé.
Il y a d'autres trucs sur lesquels, auxquels, dans le compte-rendu, je donne une importance particulière parce que j'ai trouvé ça super bien. Mais peut-être qu'il n'y a que moi qui ai trouvé ça super bien, en vérité. Peut-être que les joueurs, ils trouvaient que c'était pourri. Ils m'ont pas dit, ou je sais pas. Mais pour moi, c'était super. Et donc, du coup, j'en ai mis une tartine. Et quand je reviens 2 ans plus tard pour préparer ma partie suivante, je me rends compte qu'il y avait un truc super au milieu de la partie. Ça se trouve, c'était pas super du tout, on s'en fout. Mais en tout cas, pour moi, c'était le cas. Et du coup, ça devient le socle des parties suivantes. Voilà. Donc la subjectivité, ça produit quand elle est assumée comme je le fais en fait, parce que c'est vraiment ça, Sombre, c'est assumer ma subjectivité. Et quand elle est assumée de cette manière-là, et ben ça produit une continuité personnelle qui donne un vrai, je cherche le mot, mais une vraie tessiture, tonalité, en fait, à la campagne. Ça s'est construit, une bonne partie, l'ambiance de la campagne s'est construite là-dessus, quoi. Sur les choix de récits que j'ai fait ensuite. Moi, en fait, il y a une chose qui m'apparaît assez clairement, c'est qu'en fait, tu es en train de dire que ton jeu, tu ne l'as pas encore vraiment transmis. C'est-à-dire qu'il existe depuis longtemps chez toi, enfin que tu le portes depuis longtemps, mais que j'entends que tu es toujours à la recherche de tiens, comment le mettre sur papier au mieux. Pure work in progress. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est un truc qui est sans fin. Enfin, je crois. Complètement. Ouais, complètement. Mais ça, c'est pas une question, c'est une constatation. Que je partage. Voilà. C'est cool. On a un truc ensemble, on a un truc en commun. Et j'ai une question, je trouve ça très intéressant, l'histoire de la tagline « La peur comme au cinéma ». Et qu'est-ce que ce serait pour toi la différence entre la peur au cinéma et la peur en littérature? Alors en fait, c'est ça. On repart pour une deuxième conférence. Alors il se trouve, il y a 2 choses. La première chose, c'est que fondamentalement, je suis littéraire en fait. Donc, je kiffe l'écriture. J'écris des nouvelles, comme je disais tout à l'heure, pas que du jeu de rôle. Et en fait, donc pour moi, c'est pas cinéma et littérature, c'est pas du tout antagoniste. Une bonne partie clairement, l'horreur cinématographique est née de l'horreur littéraire. Les films de l'Universal, en fait, récupéraient les monstres du 19e siècle anglais, qui étaient eux-mêmes l'aboutissement du roman gothique du 18e siècle. Et moi, je kiffe ça. En plus, c'est libre de droit, donc c'est top. Le point, c'est les médias. Les médias sont différents. Et moi, j'essaie de travailler sur le portage du cinéma au jeu de rôle. Si en fait je voulais porter la littérature au jeu de rôle, il me faudrait des outils techniques différents. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, parce qu'en plus il y a certains jeux qui sont jeux de rôle qui sont articulés sur ce type de concept, y compris dans le contexte du jeu de rôle d'horreur. Je veux dire, l'appel de Cthulhu, c'est quand même bien basé sur les nouvelles de Lovecraft, et pas sur autre chose. Alors après, on peut discuter de quelle manière ça y arrive ou pas, etc. Mais c'est ça, en fait. La démarche, c'est ça. C'est l'univers de Lovecraft. Quand Sandy Petersen travaille dessus, il est littéraire, quoi. Enfin, il y a quelques adaptations cinématographiques plus ou moins bien branlées, mais basiquement, c'est un univers littéraire. Donc, mais moi, je ne pars pas de ça, même s'il m'arrive d'intégrer des références et des influences littéraires, parce que c'est ma culture à moi, et puis que ça se recoupe à un certain niveau avec les influences cinématographiques. Mais il y a vraiment et c'est ce qui a fait décoller Sombre en tant que système et en tant que jeu, c'est vraiment une recherche, une interrogation sur le portage du média cinéma et ses limites, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on fait très bien en cinoche, mais qui en jeu de rôle rendent rien du tout. Par exemple, pour parler concret, je trouve que le torture porn, moi je suis un gros fan de Saw,
je trouve que le torture porn en jeu de rôle, c'est dur. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup sur l'image. Et puis le son derrière, mais beaucoup sur l'image. Et du coup, rapporter au jeu de rôle, bah, ça pose problème parce que ça appuie une bonne partie du jeu sur les épaules du meneur, sa capacité de description. Et moi, personnellement, j'en vois vite les limites. Donc, et donc, la réflexion sur la manière dont on porte ce qu'on peut porter du cinéma à la littérature, comment on peut le porter et de quelle manière on peut l'enrichir, parce que le jeu de rôle fait des trucs que le cinéma n'est pas capable de faire. Inversement, je veux dire, ça va dans les deux sens. Et comment est-ce qu'on peut enrichir les éléments portés du cinéma pour que l'expérience rôliste soit meilleure. Et en fait, même si on peut avoir la même démarche à partir de la littérature, ça ne donnerait pas sombre. Parce que sombre est pensé en fonction de critères cinéma. Et typiquement, sur la littérature, si je veux adapter la littérature, je me poserais la question de savoir comment induire des narrations dans lesquelles on s'intéresse très profondément à ce que ressentent les personnages, à la manière dont, à leur vie intérieure, etc. Un truc que fait très bien la littérature. La littérature monologue à longueur de pavé, quoi. Ouais. C'est moins facile en jeu de rôle. Parce que on est 5, il y a 3-5 joueurs autour de la table. Et puis, si chacun monologue dans son coin, ce n'est pas forcément une partie idéale. Voilà. Donc, il faut trouver d'autres outils. Et je ne vais pas me poser en spécialiste de cette démarche-là, parce que ça n'a pas du tout été la mienne. Moi, ce que je cherche, c'est le cinéma. Et ce que je puise dans la littérature horrifique, c'est d'abord pour des questions de goût et de culture personnelle, et aussi parce que j'aime bien récupérer certains petits trucs qui me paraissent cool, de trucs que j'ai lus, et qui paraissent pas si loin du cinéma, parce que c'est pareil. Il y a des ponts entre jeu de rôle et le cinéma, entre jeu de rôle et littérature, mais il y a bien sûr des ponts entre la littérature et le cinéma, et inversement. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Donc, si j'ai bien compris, donc, ta démarche est totalement assumée, que sombre, c'est apprenez à faire la peur au cinéma comme Johan Scipion. Mais c'est montrer comment tu maîtrises. C'est pas ça. C'est je montre comment moi je fais la peur au cinéma à ma table, et je fais confiance aux rôlistes pour en tirer la substantifique moelle qui va leur permettre de faire leur propre sombre à leur table. C'est-à-dire, si tu viens à mener sombre, il faut que tu trouves le sombre qui est à l'intérieur de toi. Voilà. Merci. Et je dis ça le sourire aux lèvres, mais en vérité, je le pense hyper profondément, et c'est super sérieux. Parce qu'en fait, mon sombre à moi, c'est pas le tien, c'est pas celui de chacun des meneurs qui est dans cette pièce. C'est un sombre particulier. Ma différence, c'est que comme je suis l'auteur du jeu, j'en tartine à longueur de fanzine. Voilà. Donc le mien, il s'étale partout dans la revue, et dans chaque numéro, c'est du sombre à la Johan. Mais l'idée, c'est montrer aux gens comment je fais mon sombre pour qu'ils puissent se l'approprier pour faire leur sombre à eux, à leur table. Tu as des tripes qui ne sont pas les miens, tu as des envies, des goûts, et tu as des joueurs qui ne sont pas les miens. Et donc, nécessairement, ce que je fais à ma table ne va pas forcément correspondre idéalement à ce que tu vas vouloir faire la tienne. Donc l'idée, c'est ça. C'est montrer ce que je fais pour que toi, tu puisses faire ce que tu as envie de faire. C'est ce que j'avais un peu compris, mais que tu exprimes mieux. Merci, merci, parce que ça fait plaisir, parce que ça fait 1 heure que j'y suis, là. Voilà, mais là où je voulais en venir, c'est est-ce que tu as déjà été joueur à sombre? Alors, la réponse est oui, mais j'ai été... pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'élève des schtroumpfs qui veulent faire comme leur père, et je me suis retrouvé joueur à la table de mes schtroumpfs. Primo. Secondo, parce que dans le hors-série 4,
j'en suis venu à pousser la démarche de Sombre Max au bout du bout. Voilà. Je me suis dit, le roleplay c'est chiant, ça ralentit les combats. Je veux dire, Maxime rôliste de base, hein, quand même. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne virait pas le roleplay pour faire du combat, pour voir jusqu'où en fait ça peut aller? Et est-ce que, parce que voilà, je menais Max dans un cadre rôliste standard, roleplay, etc. Machin. Et puis, j'aimais bien le côté, moi j'aime bien lancer des dés, ça me plaît. Donc, c'est déjà pour ça que quand j'avais mené Etienne Arcadia Ego, malgré le fait que la première partie avait été super, j'étais resté sur une frustration en fait. Je trouvais que le combat me manquait de dés à la fin. Donc je me suis dit, peut-être pousser le truc, faire un scénario où en fait on se met sur la tronche, comme dans Vampire de Carpenter, où que d'un côté il y a les chasseurs de vampires et puis d'autres les vampires. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Et puis une chose en amenant une autre, j'ai fini par produire des variantes de ce scénario, il y en a tout un tas, dans lequel on joue sans meneur. Oui. Ce n'est pas ça. En fait, dans lequel en fait tous les joueurs, y compris moi à la table, sont juste des joueurs en fait. Alors, en général, je continue d'assumer certaines fonctions périphériques du meneur, notamment, c'est moi qui tranche les cas techniques particuliers, pointus. Je fais du rolling, quoi. Mais basiquement, je suis un joueur comme les autres en fait. Et des parties comme ça, j'en ai fait des dizaines pour playtester ce scénario-là. Alors, même si c'est pas dans un dispositif rôliste standard, je me retrouve très souvent joueur de sombre, notamment à cause de ça. Pour le reste, alors il y a des questions de temps. C'est-à-dire que dès que j'ai du temps de jeu, je l'investis dans le playtest. Parce que tu imagines bien que pour playtester 13 fois le scénario zombie, en fait, il faut 13 soirées, quoi. Ouf, ouf, ouf. Et maintenant, des fanzines, j'en sors 2 par an, quoi. Je sors 2 numéros à l'année. Donc, pour pouvoir maintenir le niveau de qualité, c'est-à-dire livrer aux gens des scénarios qui sont bien carrés parce qu'ils sont bien playtestés, je ne peux pas trop me permettre, quand je joue, de faire autre chose que du playtest sombre. Donc, hors les démonstrations en convention, etc. Mais quand je joue dans ma cuisine, je ne cherche pas à jouer à un autre jeu ou à être joueur à sombre. Je cherche à playtester le matériel que je vais sortir dans le numéro suivant ou dans le numéro de l'année suivante. Et en dehors de tout, avec le temps, j'ai réalisé que ce qui m'intéressait, ce qui m'accrochait vraiment dans le jeu de rôle, parce que j'y suis depuis quand même pas mal de temps, comme pas mal de gens là, ici. Moi, j'ai réalisé que ce qui m'accrochait encore dans le média après toutes ces années, quoi, c'est la relation particulière entre l'écriture et le jeu, la relation entre le clavier et la table. C'est-à-dire, ce qui me fait kiffer, et ce qui me fait surkiffer, c'est pouvoir jouer mon propre matériel, en fait. Et ça, je ne l'obtiens que lorsque je suis meneur. C'est-à-dire, j'écris les scénarios ou les aides de jeu, et puis je les fais playtester à ma table. Et en fonction du résultat du playtest, je vois si je dois changer, revenir dessus. Puis je refais un playtest pour voir, pour vérifier, pour aboutir le truc. Cette démarche me passionne, mais vraiment dur. Et du coup, elle implique d'être meneur, en fait. Parce que c'est ça, en fait, j'imagine, c'est, sans faire des comparaisons avec des grands noms, mais j'imagine que c'est assez proche de ce que pouvaient ressentir des gars comme Molière ou Shakespeare. C'est-à-dire, ils se retrouvent à jouer leur propre pièce. Et représentation après représentation, améliorer le truc jusqu'à aboutir le texte et le jeu, en fait, le jeu pour eux théâtral. Et j'imagine bien que quand on fait du stand-up ou quand on fait du one-man show, dans une tournée, il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là, avec des sketchs qui se montent
vanne après vanne, blague après blague, une représentation après l'autre, en fait. Et ça n'a de sens rapporté au jeu de rôle que quand on est meneur, quoi. Voilà, c'est ça qui m'accroche. Du coup, moi, j'ai une question plus sur le côté de démarche, puisque tu as démarré sur un jeu de rôle amateur, et puis ici, ben, je considère que tu n'es plus vraiment dans du jeu de rôle amateur, puisque tu as énormément de bouteilles, etc., et que ben, tu es clairement dans de l'édition. Quel conseil tu donnerais par rapport à toi, ce que tu as fait comme démarche de nettoyage de ton jeu de rôle amateur pour en réduire et aller à l'essence, comme tu as expliqué? Quelles sont les clés qui t'ont aidé à avancer, toi, dans ta démarche? Parce que ce n'est pas la même démarche pour tout le monde, mais la tienne. Alors, en préambule, ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'une bonne partie des auteurs pro ou semi-pro francophones actuellement sont issus de la génération CGDRA, en fait. C'est les gars que j'ai rencontrés, que je croisais au début des années 2000, qui maintenant font les jeux de rôle du commerce. C'est un premier point. Les gars et les filles. Le deuxième point, c'est... en fait, je ne crois pas avoir de conseils pertinents à donner, en fait. Parce que je réalise bien que ma démarche, toute imparfaite et patatoïde et bizarre, en fait, n'a de sens que rapportée à mon expérience rôliste, ma personnalité et mes goûts, en fait. Et j'imagine bien que avec... parce que, bon, c'est vrai que 90% des rôlistes sont informaticiens et que dans les 10% restants, il y a 90% de profs. Mais malgré le fait, ce que je veux dire, malgré le fait qu'il y ait une certaine homogénéité dans le milieu rôliste, mon expérience, c'est qu'il y a quand même des personnalités hyper différentes, notamment au niveau des gens pour qui se soucient de création rôliste. Ce qui est quand même pas mal de joueurs, en fait, et de meneurs. Et du coup, je ne suis pas certain que mon expérience à moi, je ne suis pas certain qu'on puisse en tirer des conseils ou des règles de conduite qui soient pertinentes à l'échelle d'un autre auteur. Voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut chacun trouver son propre chemin. Et le chemin, il est surdéterminé par clairement l'expérience rôliste, tout un tas d'autres facteurs qui ont trait à la vraie vie et aux conditions de production du jeu, et puis au jeu lui-même, en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire avec c'est-à-dire que ce qui était pertinent dans le cadre de Sombre, la démarche de simplification et de recherche de simplicité, par exemple, je ne suis pas du tout sûr que ce soit aussi pertinent dans un autre contexte pour un autre jeu avec un autre auteur. Tout ce que je peux faire, c'est comme je viens de le faire là, durant cette excellente vidéoconférence, c'est raconter ce que j'ai fait en espérant que peut-être ça va intéresser d'autres gens et leur permettre d'en tirer des trucs pertinents, mais voilà, c'est sans garantie aucune, quoi. Et j'ai certainement aucun conseil à donner, quoi. Et ça, de manière générale, hein. C'est-à-dire que si justement je raconte Sombre à la première personne du singulier, c'est parce que j'ai pas envie de donner de conseils aux gens, en fait. J'ai juste envie d'expliquer ce que je fais. Et c'est ma démarche, c'est un des gros fondamentaux de ma démarche, en fait. Ok. Merci à vous.